Salut à toutes et à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, c'est le premier unboxing de la chaîne. Voilà, je suis très très content, je viens de recevoir tout ça. Voilà, et ça fait un peu lourd, hein. Voilà, j'ai eu moi-même un peu de mal à le porter. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux carton? Qu'est-ce qu'il y a? On va le savoir tout de suite. On va l'ouvrir et je vous dirai de quoi il en retourne. Ok? À tout de suite. Bisous. Alors voilà, je viens de l'ouvrir. Voilà, voilà. Il y a tout ça. Regardez, ça fait beaucoup de vinyle, hein. Attention. Allez, c'est parti. On commence avec, voilà, cet album. Etienne Dao, Pop Satori, sorti en 1986. Voilà, c'est le troisième album du chanteur français. Alors, je précise un petit peu pour celles et ceux qui, voilà, qui connaissent évidemment mon petit côté californien, FM. Et ben, je crois que dans cette commande du FM et de la West Coast, il va pas y en avoir beaucoup, mais enfin bon, on en revient à Étienne Dao. Pop Satori, troisième album sorti en 86, un album qui a beaucoup marché, voilà, que je possède évidemment en CD. J'ai d'ailleurs une belle version de luxe de cet album. C'est l'album qui est connu principalement pour les singles Duel au soleil, Tombé pour la France et Paul Tatou. Mais évidemment, faut pas se fier que aux singles. Il y a de belles chansons comme Pop et Rio, Paris le Floor, qui est pour moi une de ses plus belles, qui sera demain mieux que moi, pardon. Très 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 belle chanson. Voilà, troisième album d'Etienne Dao, Pop Satori, année 1986, et c'est sur le label Virgin. Excellent album. On continue. Oh là, ça, je suis content aussi. Electric Light Orchestra, mené par le grand Jeff Lynne. L'album Discovery 1979. Alors, je sais que les détracteurs du rock pur et dur ont toujours plus ou moins rejeté ce groupe. Pour quelle raison, je l'ignore. Parce que franchement, Jeff Lynne, c'est un très très grand compositeur, l'un des plus grands compositeurs pop, très inspiré des Beatles. De toute façon, ça s'entend à sa musique, hein. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Bon, lui, il est très inspiré des Beatles. Il a rajouté peut-être un peu plus de synthé dedans. Voilà, et cet album en est la preuve. Moi, j'adore ce disque. J'écoute ça depuis mes 13-14 ans, quoi. Electric Light Orchestra, Discovery. C'est l'album où on y retrouve Shine a Little Love, Confusion, Last Train to London qui avait bien marché en France, Don't Bring Me Down qui finit le disque, ce sont des singles qui ont bien cartonné, 79, et je regarde un petit peu le pressage, c'est du pressage anglais en plus, chez Jet Records qui est en fait une filiale de CBS, qui s'appelait pas encore Sony à l'époque. Eh oui. On continue. Comme quoi, je disais que ça avait rien à voir avec la FM et la West Coast, parce que j'écoute pas que ça, évidemment, hein. De toute façon, si vous allez voir la bannière de ma page, il y a aussi, je vais parler du hard rock des années 70-80, du prog. On continue avec, alors je sais que c'est pas le premier album de Jean-Michel Jarre, et c'est pas Monsieur Vinyle qui me contradira là-dessus, je sais plus, je crois que c'est son deuxième, il me semble, si on accepte la BO des Granges Brûlées, qu'il avait fait en 73, la BO des Granges Brûlées, le film où il y avait Alain Delon et Simone Signoret. Jean-Michel Jarre, Oxygène, voilà, c'est on va dire son premier officiel ça. 76, superbe album, voilà, très... Voilà, je crois que la réputation autour de ce disque n'est plus à faire. Jean-Michel Jarre, Oxygène 76, et ça, ça c'est une réédition qui doit dater de mémoire, je crois, de 86 ou de 87, il me semble. Enfin bon, l'album original est de 76, évidemment. Voilà, je crois que tout le monde connaît Oxygène, du moins en France, quoi. Vraiment, tout le monde l'a plus ou moins entendu au moins une fois dans sa vie, quoi. Jean-Michel Jarre, Oxygène. Moi, ça, c'est un disque que j'adore, ça. Ça, j'aime beaucoup. On continue avec, tiens, on retourne un petit peu au californien, avec l'album Departure de Journey. Voilà, Journey, si vous avez vu ma vidéo des acquisitions d'octobre, des Journées, j'en ai rentré pas mal. Évidemment, c'est mon groupe préféré, et après Toto.
Journey, Departure, toujours avec Steve Perry, bah, je les ai tous en CD évidemment, mais je suis en train de me les refaire en vinyle. Ah, quel album ça! C'est l'album où on y retrouve un gros single, Any Way You Want It. Voilà, la voix magistrale très chaude, magnifique de Steve Perry, accompagnée des solides de Mr. Neil Schon, des claviers de Greg Rowley. C'était pas encore Jonathan Cain à l'époque, et puis la section rythmique Steve Smith, Rose Valory. Journey, Departure, année 1980 chez CBS. On continue. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Pierre Morland, Gong. Je connais Gong, je connais Pierre Morland, mais je connais pas du tout cet album. Leave It Open. Ça doit dater de 81, je crois, il me semble, chez Arista. Alors je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un petit cadeau qu'on m'a envoyé. Je vous en ferai part dans les commentaires. Voilà. On continue avec ça. C'est bah, ça non plus, c'est plus à présenter ça. Tubular Bells de Michael Field. Alors moi j'ai pris cette version. Pourquoi? Parce que bah tout simplement parce que j'adore cette version, une version orchestrale avec un fil harmonique emmené par David Bedford, et voilà, avec Michael Field à la guitare. C'est une version qui est sortie en 1975. Voilà, chez Virgin, hein, toujours l'orchestral Tubular Bells de Michael Field. On y retrouve les deux parties. Pour tout dire, là je sais que je vais en, je sais que je vais en faire tiquer plus d'un, mais pour ainsi dire, je la trouve bien bien supérieure à l'original, moi personnellement. J'adore l'original évidemment, mais pour moi la version orchestrale est nettement supérieure. C'est à croire que cette pièce Tubular Bells était vouée à la musique classique. Et ben quand on écoute ce disque, oui, je réponds oui. Voilà, Tubular Bells Orchestral de Michael Field, 75. On en revient à une chose un peu plus californienne avec un artiste que j'aime beaucoup. Bah là, voilà, David Lee Roth, Skyscraper, son deuxième album solo. Le premier c'est He Don't Smile de 86, ça c'est son deuxième de 88. David Lee Roth, toujours superbement bien entouré, puisqu'on y retrouve à la batterie Greg Bissonette, à la basse le futur bassiste de Mr. Big, Billy Sheehan, et à la guitare bah, Steve Vai. Et, voilà, donc David Lee Roth qui s'entoure de trois tueurs, trois tueurs à gages. Voilà, Skyscraper, on y retrouve Just Like Paradise, on y retrouve bah, Skyscraper évidemment, on y retrouve Knuckle Bones. Voilà, superbe album de chanteurs complètement loufoques, enfin, qui était encore très très drôle, très amusant. Moi j'adorais surtout ces vidéos, pleines d'humour et tout, bien avant qu'il devienne un petit peu l'espèce de loc qu'il a à l'heure actuelle, quoi. Vraiment, là maintenant, David Lee Roth, je le trouve plus pathétique qu'autre chose, hein. Enfin bon, voilà. En tout cas, ça c'est l'album de la grande époque. Moi, j'adorais ce mec à cette époque. J'adorais sa musique, il me faisait marrer, quoi. Voilà, Skyscraper, sorti chez Warner, David Lee Roth, 88. Alors, autre cadeau, bah, je connais Todd Rundgren, je connais Utopia, mais j'avoue ne pas connaître du tout cet album. Bah, je crois que ça doit être un des premiers. C'est sorti en 74, voilà, chez Warner. Et visiblement, bah, je vois que c'est un pressage italien, ça. Ouais, un pressage italien. Bizarre. Il y a le Virgin, hein. Ah, j'en ai chopé du disque là-dedans. Voilà, Todd Rundgren, Utopia, 74. J'écouterai aussi, je dirais de quoi il en retourne. On continue dans le registre plus prog, cette fois-ci avec Saga, Silent Night, le troisième album sorti en 1980. Voilà, bah, là aussi j'en ai parlé, il me semble, bah, je refais la collection des sagas en vinyle. Je suis fou de ce groupe-là. Déjà dedans, dans Saga, il y a un chanteur immense, Michael Sadler, qui est une vraie bête de scène aussi, quoi. C'est un bonhomme, un personnage complètement hallucinant, qui est en plus un sacré musicien, un sacré compositeur. Donc voilà, que demande le peuple. Et toujours entouré des frères Crichton, Ian Crichton à la guitare, James Crichton à la basse. Voilà, il y a toujours ce fameux
il y a la marque de fabrique du groupe, évidemment, ce duel guitare-clavier, voilà, qui fait la fabrique du groupe, saga, des longues envolées épiques. Moi j'adore Silent Night, c'est le troisième album. Voilà, sorti chez Polydor en 1980. Et je vois un autre saga, ça c'est ce que j'avais commandé aussi, Heads or Tails. Alors ça c'est sorti un peu plus tard, ça c'est sorti en 83 ça. Toujours chez Polydor. Heads or Tails, on y retrouve The Flyer, on y retrouve Catwalk, voilà, sublime album sorti chez Polydor, toujours entouré des frères Crichton, de Michael Sadler, excellent disque. Oh, ça c'est superbe ça j'aime beaucoup. Ça c'est des trucs que je possède en CD, mais voilà, je suis en train de les refaire en vinyle. On passe décidément du tout au tout, on revient un petit peu à la musique un peu plus électronique, alors ça c'est pour, je dirais, pour les amateurs, Klaus Schulze, Mirage. Alors c'est pas que je sois spécialement fan du bonhomme, Klaus Schulze c'est un univers peu trop particulier pour moi, mais ça ce disque là étrangement ça passe bien quoi. Mirage, sorti en 77, pressage français sur le label EMI. Alors, pour vous situer un petit peu Clochous, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, on va dire que c'est un Jean-Michel Jarre, mais en un petit peu plus expérimental. On va dire que lui, il triture des claviers, il crée des ambiances, comment dire. Mais c'est une musique très relaxante, très très belle, moi j'adore. Musique un petit peu robotique, un peu froide, diront certains. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est de la musique très planante, moi j'adore. Clochous, Mirage. De toute façon, je pense que c'est le seul de Clochous que je posséderai dans ma discothèque. Voilà. Il était tout jeune le Schulz à l'époque. Voilà. Alors là, on passe du tout au tout, on retourne au hard rock. Scorpion, le légendaire groupe de hard rock allemand. Voilà, avec ce coffret qui en fait est une réédition, mais c'est une réédition des trois albums marquants sur la période RCA. Alors, je crois que c'est Fly to the Rainbow, In Trance et Virgin Killer, sortis respectivement en 1973, 75 et 76. Voilà. Ça date pas d'hier tout ça. Enfin bon. Voilà. Pardon, Scorpion. Avec The Scorpion. Un pressage qui date de 1985. Enfin, un coffret. Pressage français. Scorpion. The Scorpion. Coffret avec euh, trois albums, on va dire, de la première époque. On va écouter ça. Et ben on continue toujours avec Scorpion. Et l'album, bah, là aussi, pochette reconnaissable. Album que beaucoup de. Même des noms hard rockers, même des noms métal le connaissent. Hein. Blackout, un album qui a eu beaucoup de succès. Et ça, c'est 2 ans avant Love at First Sting et Still Loving You et compagnie, quoi. Vraiment. Et moi, j'adore cet album. Je suis un fou de ce disque. Je serais presque tenté de dire que c'est leur meilleur, quoi. Blackout, un album avec No One Like You, qui est on va dire, un des premiers gros singles de Scorpion, quoi. On va dire dans les années 70, Scorpion a fait des belles chansons qui avaient pas mal marché, mais ça c'est vraiment les années 80, c'est l'époque où Scorpion mais va surcartonner, va surtriompher, quoi, va remplir des salles dignes d'un Bercy, quoi, vraiment, voilà. Et Scorpion Blackout, sorti en 82 chez EMI, ça c'est l'original, voilà, EMI Harvest, superbe album. Ouais, un classique, un must du hard rock, ça c'est très très bon. Alors je sais que j'avais commandé pas mal de status quo, et ben les voilà, les voilà, les voilà. On commence avec Pill Driver, sorti en 72. Voilà, ça c'est, je crois que c'est le premier album sorti chez Vertigo. Ils avaient sorti 4 albums sur un autre label qui s'appelle Pie Records. Le groupe n'œuvrait pas dans un style boogie, mais plutôt dans une espèce de rock psyché un petit peu barré, un peu bizarre, quoi. Bon, moi, c'est une période qui me plaît pas spécialement. Moi, pour moi, Status Quo a vraiment pris son élan quand ils ont signé chez Vertigo et quand on va dire qu'ils ont mis beaucoup de guitare dans leur musique. Hein. Moi, pour moi, c'est la période de Status Quo, quoi. Pill Driver 72 chez Vertigo. Voilà. Et c'est un pressage anglais. On continue avec Status. Hello. Alors là, là, le groupe va se démener comme des bêtes et puis ça se ressent dans cet album. Hein. C'est un album qui date de 1973. Là, c'est un chef-d'œuvre ce disque. Très très bon. Hein. On y retrouve Caroline, on y retrouve Claudie.
On y retrouve, voilà, 4500 Times, voilà, ce morceau qui ferait près de 10 minutes. Excellent, excellent album, avec toujours entouré de Francis Rossi, le regretté Rick Parfitt, voilà, qui nous manque maintenant, et qui est entouré de la section rythmique John Coglan et Alan Lancaster. Status Quo, Hello, sorti en 73, chez Vertigo. Toujours Status Quo, On the Level, ça c'est sorti un peu plus tard, c'est en 75 ça. On y retrouve le gros single Down Down, voilà, qui est un des classiques du groupe, On the Level. Et visiblement, eh ben, c'est un pressage anglais aussi ça. Voilà, On the Level, voilà. On les voit les quatre, voilà, avec ce look d'époque, très drôle. Je vous cacherai pas que j'aurais adoré vivre à cette époque-là, les années 70. Voilà. L'époque où on s'octroyait pas mal de liberté. Et on finit toujours avec Status Quo, l'album, enfin la plus compile plutôt, 12 Gold Bars, volume 1 et 2. Voilà, c'est une compilation qui va de 72 jusqu'à 84. Voilà, puis là, bah là, vous voulez des singles, eh ben en veux-tu, en voilà, là il y en a, il y a Caroline, il y a Down Down, il y a Whatever You Want, Living on an Island, What You're Proposing, Rocking All Over the World, voilà, c'est très complet, ça, c'est du très très bon. 12 Gold Bar, Status Quo, compile qui réunit, voilà, 12 Gold Bars 1 et 2, quoi. Et c'est sorti en 1984, pressage anglais, toujours chez Vertigo. On atterrit entre le FM et je dirais le prog rock. Styx. Alors Styx, moi quand j'évoque Styx, c'est un groupe que j'adore évidemment, un groupe que j'aime énormément, mais quel dommage qu'un tel groupe n'ait pas eu plus de reconnaissance que ça en France, quoi. À l'instar d'un Toto ou même de, je sais pas moi, de tous ces groupes-là, quoi. C'est pourtant des groupes américains unanimement reconnus chez eux, mais qui en Europe, enfin en France tout du moins, n'ont malheureusement pas cartonné. C'est bien dommage, quoi. Styx avait à l'étoffe des grands, on va dire, quoi. Alors déjà dans Styx, voilà, pour ceux qui connaissent pas, il y a déjà deux fortes têtes. Tommy Shaw à la guitare et au chant, et toujours au chant et au clavier, Dennis DeYoung, qui sont les deux piliers de Styx. Et ça, c'est un des albums charnières dans la carrière du groupe, Paradise Theater, sorti en 1981, pressage européen chez I Am Records. Voilà, ça c'est absolument fabuleux pour celles et ceux qui aiment le prog et le FM, très mélodique, avec des arrangements divins, avec des guitares, des claviers, des concepts. C'est absolument fabuleux ça. Styx Paradise Theater, 1981. On continue avec un petit cadeau, tiens, de mon cher ami ENG Sounds. ENG Sounds, évidemment, bah, vous le connaissez, hein, c'est celui qui, voilà, il a sa chaîne et puis c'est celui qui produit ma chaîne, voilà. Et ben, il m'a fait ce petit cadeau-là, Just a Poke Sweet Smoke, avec sa pochette ultra délirante. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un mélange, on dirait, entre le progressif et le jazz rock, ce qui était très courant à l'époque. Voilà, c'était très courant, voilà. Les groupes de prog rock faisaient du jazz rock et inversement. Il y a que deux morceaux, un morceau qui remplit chaque face, Silly Sally et Baby Night. C'est sorti en 1971 chez Columbia EMI. Columbia qui appartenait, qui a rien à voir pour ainsi dire avec Sony, quoi. Voilà. On retourne à la musique un petit peu plus planante, un petit peu, pour celle-là plus mélancolique. Vangelis, Opéra Sauvage. Moi, j'ai toujours adoré Vangelis. Je sais pas pourquoi. Moi qui suis pourtant pas un fervent admirateur de la musique électronique. euh, D'ailleurs, peut-on parler de musique électronique quand on évoque Vangelis, hein. Moi, je pense pas, quoi. C'est pas parce que c'est de la musique à clavier que c'est forcément de l'électro, hein. C'est plutôt une musique très planante, très nostalgique. Moi, ça me fait penser à tout plein de choses quand j'écoute Vangelis, hein. Et ça, pour moi, c'est, je dirais, son chef-d'œuvre, avec l'Apocalypse des animaux. Enfin, tout ce qu'il a fait pour illustrer les documentaires de ce grand monsieur, Frédéric Rossif. Voilà, parce qu'il a collaboré avec ce grand metteur en scène qui a travaillé à l'ORTF.
voilà, qui a fait une série de documentaires comme L'Apocalypse des animaux, La Fête sauvage, et là c'est Opéra sauvage, la musique de Vangelis, sorti en 1979 chez Polydor. Je l'ai eu en beau pressage en plus, voilà, je vois que le pressage il est tout neuf, quoi. Il a pour ainsi dire quasiment jamais été utilisé. Sublime album, l'Opéra sauvage de Vangelis. C'est de la musique très, très belle, très mélancolique, avec des longues plages. Voilà, si vous voulez un moment d'apaisement, une musique qui vous procure du bien-être, vous écoutez ça. Ça, c'est beau comme tout, ça. Moi, en tout cas, je suis très sensible à ça. Et on continue avec Vangelis, toujours un cadeau. L'album, enfin plutôt la compile, Thème. Dans Thème, on y retrouve, comme la compilation le dit, hein, tous les plus grands thèmes de Vangelis, hein, l'Apocalypse des animaux, je l'expliquais avec, je crois, La petite fille de la mer. On y retrouve le thème des révoltés du Bounty, qui était pour ainsi dire jamais sorti sur vinyle, ni sur un autre support discographique d'ailleurs. On y retrouve Blade Runner, on y retrouve Les chariots de feu évidemment, enfin voilà quoi. Une petite partie de son travail, c'est une compilation qui pour moi est très réussie. Je suis pas très compile hein, d'un artiste, mais celle-là j'avoue qu'elle est sacrément bien foutue. Thème de Vangelis. Sublime compilation sortie au tout début des années 90, 89 pardon, autant pour moi. Et voilà, ça c'est beau comme tout, je suis fier de posséder ça en vinyle quoi. C'est magnifique. Et pour finir, on retourne dans les choses qui cognent un petit peu plus. Voilà, bon ça je crois que c'est plus à présenter non plus ça. Voilà, celui qui me dit qu'il a jamais entendu Jump de sa vie, là je comprendrais plus là. Van Halen avec l'album 1984 avec sa belle pochette. Voilà, c'est ce petit bébé ange et ses clopes. Fumer c'est pas bien, attention je précise pas bien. Euh, comment dirais-je, bah oui c'est l'album où on y retrouve Jump, mais faut pas refermer cet album qu'à un seul titre. Il y a aussi d'excellents singles comme Hot for the Teacher, Panama. Il y a un morceau que j'adore qui s'appelle House of Pain, sorti, qui se trouve en fin d'album. C'est sorti chez Warner en 84. Voilà. Van Halen, 1984. Pour celles et ceux qui aiment le hard US, FM. Voilà. Et là, c'était avec David Lee Roth. Et pour finir, toujours un Van Halen, sauf que là, David Lee Roth, il se fait virer entre deux, comme un, voilà, parce que David Lee Roth, aussi talentueux soit-il, avait tendance à malheureusement plus venir aux répétitions, à rajouter ça un peu de coke et puis ben voilà, on peut, on peut imaginer que ça peut créer quand même quelques tensions. Et pour cet album, c'est le premier album avec Sammy Hagar qui avait déjà une belle carrière hein, derrière lui quand même. Il avait une belle carrière solo. Il était évidemment dans les années 70 avec Montrose, Ronnie Montrose, autre grand guitariste. Et ça pour moi c'est je dirais l'un des deux meilleurs albums avec Sammy Hagar au chant quoi. Moi je trouve que Eddie est très inspiré dans les solos, les compos sont très inspirés. Là c'est clair qu'on est dans un on aussi je dirais entre le big rock et le hard FM quoi, voilà. Et cet album 5150 sorti en 1986 voilà, produit par Van Halen et produit par Mick Jones. Mick Jones le guitariste fondateur de Foreigner. 5150 sorti en 86 de Van Halen. Voilà, ça c'est du très très bon. Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'on... Bah, de toute façon, c'est bon, pas j'espère, c'est je suis sûr. On va se voir très très prochainement pour de prochaines vidéos. Je vous remercie toutes et tous. Merci à tous ces youtubeurs qui fleurissent jour après jour. Donc, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous dis à très très vite et surtout, n'oubliez pas d'être curieux. Ciao! Voilà, je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'on... Bah, de toute façon, c'est bon, pas j'espère, c'est je suis sûr. On va se voir très très prochainement pour de prochaines vidéos. Je vous remercie toutes et tous. Merci à tous ces youtubeurs qui fleurissent jour après jour. Donc, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous dis à très très vite et surtout, n'oubliez pas d'être curieux. Ciao!